ailleurs. L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur iRadio. Ce dimanche, les thèmes vont porter sur la situation à Benno Bokk Yakaar avec les candidatures multiples ou annoncées. L'opposition dans le flou avec beaucoup d'inconnus. Quelle mission pour le prochain gouvernement? Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche Mamadou Seck, analyste politique, et Dr Daouda Ndiaye, juriste, docteur en sciences de l'éducation. L'air du temps, c'est ce dimanche 17 septembre de 10h à 11h sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 17 septembre 2023, merci d'être à l'écoute de l'air du temps qui reçoit aujourd'hui Dr Daouda Ndiaye, qui est juriste, docteur en sciences de l'éducation. Nous sommes aussi avec Mamadou Seck, analyste politique. Mamadou Seck a été aussi membre de la société civile sénégalaise, il est encore toujours. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La politique toujours au Sénégal, c'est ça peut-être le mal du pays. On ne parle que de politique dans ce pays, peu de questions économiques. Je pense que l'économie tient au lot du pavé aujourd'hui à travers le monde, mais parlons d'abord de la politique, de la coalition Benno Bokk Yakaar, les scénarios qu'on a vus, les candidatures multiples. On a vu hier Abdoulaye Daouda Diallo qui était annoncé comme étant un des candidats de Benno Bokk Yakaar, renoncer à sa candidature après plusieurs conciliabules, après plusieurs discussions, après plusieurs pressions au sein de la coalition. Docteur Daouda Ndiaye, comment peut-on comprendre ce charivari aujourd'hui dans la scène politique sénégalaise? Merci Alassane Samba Diop de m'avoir invité avec M. Mamadou Seck. Vous êtes bienvenu. Et merci à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui accordent un grand intérêt à cette émission. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui avec les partis politiques devrait nous interroger sur d'abord ce qu'est un parti politique. Quelle est l'histoire d'un parti politique dans notre pays? Nous avons appris dans les manuels de sciences politiques qu'un parti politique est un regroupement d'hommes, une réunion d'hommes qui professent la même doctrine politique. Nous ne sommes plus dans cette configuration définie par Benjamin Constant. Nous sommes dans un groupement d'intérêts politiques. Il y a une sorte d'entrepreneuriat politique dans notre pays qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a un parti politique qui convoite le pouvoir, nous avons des actionnaires, des apports en nature, parce que ce sont des voies autorisées, des apports en numéraire pour exiger des dividendes lorsque le parti est au pouvoir. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est où se trouve l'intérêt général? Où se trouve la République? Le président Macky Sall, en arrivant au pouvoir, a théorisé la patrie avant le parti. Ce que nous avons constaté comme une forme de maladie congénitale du régime politique sénégalais, le PS, pour ne prendre que des exemples très simples, le PS, sous le président Senghor et sous le président Abdou Diouf, le PS a peint nos bus qui appartiennent à l'État du Sénégal dans les couleurs vertes. Le président Abdoulaye Wade est venu avec les peintures bleues de nos bus Dakar Dem Dikk. Le président Macky Sall est venu avec le marron beige. Donc, si nous devons inciter les jeunes à avoir plus de citoyenneté, il faut que nos chefs, nos responsables politiques créent les conditions d'un espace dépolitisé qui permet à chacun de s'investir. Ce qui se passe aujourd'hui dans les partis politiques, aujourd'hui, c'est une sorte de... L'homme politique a les mêmes déterminants qu'une entreprise privée. L'homme politique est devenu un maximisateur de bulletins de vote et agit suivant les mêmes déterminants qu'une entreprise privée, les intérêts privés. Le peuple a bon dos parce qu'on parle souvent au nom du peuple,
Mais où est ce peuple lorsque, aux dernières élections législatives, nous avons eu 53% d'abstention? Et le reste des partis politiques étaient dans une forme d'imposture. Chacun parle au nom du peuple. Ce que nous devons combattre, en tout cas au niveau des partis politiques, c'est le culte des chefs. Le culte du chef. Vous voyez, même dans l'opposition, Yewwi Askan Wi a donné carte blanche à Khalifa Sall, avait donné carte blanche à Khalifa Sall pour faire des listes électorales. Mais justement, est-ce que Mamadou Seck, cette culture de chef que l'on voit dans les partis politiques, la façon de gérer les batailles que les gens se mènent pour aller au pouvoir, c'est pas d'abord dans les familles que ça se passe? Est-ce que c'est pas d'abord dans les familles qu'il y a un problème de démocratie, de gestion qui fait qu'on nos familles, on enfante des potentats? Merci Alassane pour d'abord l'invitation. Je voudrais à mon tour saluer mon co-débatteur, le docteur Ndiaye, que je découvre avec grand plaisir. Vous présenter mes condoléances. Je pense que vous avez un décès cette semaine. Beaucoup, Ramatoulaye, que Dieu ait pitié de son âme. Amin. Alors, c'est vrai que la situation est complexe, mais il est difficile de ramener ou de faire une sorte de comparaison entre ce qui se passe dans l'espace public et ce qui se passe dans la cellule familiale. Parce que, bon, les réalités ne sont pas les mêmes, les schèmes ne sont pas les mêmes. Le formatage, c'est pas la famille qui formate quelque part. La famille formate, la famille éduque. Mais on ne peut pas transposer ce qui se passe dans la famille dans l'espace public. Même si, moi je dis, quel que soit par ailleurs l'espace, il faut bien que quelqu'un incarne un leadership. Maintenant, tout dépend de la façon dont, justement, ce leadership se définit et s'exprime. Dans la famille, bien évidemment, le culte du chef, on ne peut pas refuser au chef de famille ce leadership-là et de l'incarner pour montrer la voie, etc. Maintenant, dans l'espace public, tenant compte des réalités actuelles du monde, on parle de démocratie, on parle de participation, on parle de gouvernance, etc. Le principe, en tout cas, le processus qui préside toute décision doit aider à une négociation, une discussion pour arriver justement à dire que voilà, c'est un tel qu'on met devant pour pouvoir nous diriger. Malheureusement, au Sénégal, on rate certains principes. On ne peut pas comprendre que le Sénégal, figurez-vous, a lancé son processus de démocratisation 10 ans avant plus de 15 pays de l'Union européenne, en 80. C'est dire qu'on a été à l'avant-garde de plusieurs combats, mais j'ai l'impression qu'on a énormément marqué le pas. Mais pourquoi dans la pratique, on est inefficace? On est inefficace parce que, comme je dis, on n'est que sur le superficiel. On ne cherche que des palliatifs. On ne va pas en profondeur. J'allais dire, mais au nom de quoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui expérimenter les primaires désormais à la veille d'élection? Parce que toute cette effervescence, etc., n'est basée que sur le refus presque. On a l'impression que c'est un refus collectif de répondre à certaines normes et standards internationaux, tout en voulant arriver au résultat d'une démocratie parfaite et forte. Ça ne peut pas se faire. Un autre exemple, il y a 1 an ou 2 ans, l'histoire de la levée de fonds par Pastef, l'ex-Pastef, à travers ses militants, etc., a fait couler beaucoup d'encre et de salive et d'émotion. Jusque-là, rien n'a été fait depuis lors. On aurait pu légiférer là-dessus et prévenir, parce qu'on sait qu'il y a certains modes de levée de fonds qui peuvent ouvrir à des brèches qui peuvent en réalité parasiter tout processus, même si, il faut le reconnaître, le mode de levée de fonds à travers les militants est le mode le plus légitime dans un parti politique. Donc c'est dire qu'on a l'impression que c'est presque un refus d'attaquer les vrais problèmes tout en voulant nous draper des atours d'une forte démocratie, ce qui ne peut pas se faire. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, en réalité, on l'a toujours vécu. À la veille de chaque élection, on a vu que c'est une pléthore de candidats, ou je dirais de positionnement, parce que finalement, à l'arrivée... On est à 59 candidatures déclarées.
à l'arrivée, on verra qu'il y aura d'abord le parrainage. Donc le premier filtre, c'est ça. Maintenant après, il y a d'autres conditions fixées par le code électoral, etc. Le Conseil constitutionnel, il y a plusieurs niveaux de filtres qui au moins nous rassurent sur une chose, c'est que on n'aura pas cette pléthore de candidats lors des campagnes électorales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a cette tendance-là à ne pas nous conformer aux principes qui guident les grandes démocraties, tels que les primaires. On a l'impression que tout est politique au Sénégal, malheureusement. Et ça, c'est ça qui rejaillit dans le contexte actuel où tout le monde pense qu'il suffit de se baisser pour ramasser. Mais est-ce qu'au fond, le Sénégal est une démocratie, dans le sens de la démocratie dont on parle? Est-ce qu'on n'a pas juste une démocratie où, quand il y a des élections, on élit, le président, c'est fini, et qu'on élit des gens au Sénégal qui sont comptables de rien? Le président ne rend compte à personne de tout ce qu'il fait. Les députés ne rendent compte à personne de ce qu'ils font. Même au cours de leur mandat, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En fait, Alassane, la démocratie, tel que pratiqué chez nous, la démocratie est un idéal. Et comme tout idéal, la démocratie pure et parfaite n'existe pas. Nous avons des indices, des marqueurs identitaires qui permettent de dire qu'on est dans un régime démocratique ou pas. Souvent, nous avons tendance à considérer la délibération, l'élection, comme un signe incontournable de la démocratie. Mais il y a d'autres formes de participation au niveau de la démocratie, d'autres éléments, d'autres indices qui permettent de dire qu'on a, d'autres faisceaux d'indices qui permettent de dire qu'on a un régime démocratique ou non. Je pense qu'au Sénégal, nous avons une démocratie qui a besoin de retouches, qui a besoin d'être dans la perfection. Parce que nous avions, rappelez-vous, avec Senghor, un parti unique. Nous avons eu un multipartisme limité. Nous avons eu en 1981 un multipartisme intégral. Donc je pense que toutes ces formes de gouvernance tendent vers cet idéal-là. Parce que comme tout, cet idéal est inaccessible. Mais est-ce qu'on peut lire dans une démocratie des gens qui ne donnent compte à rendre à personne, qui ne rendent pas compte au peuple qui les a élus, qui a tenu un mandat? C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites le mandat, vous faites ce que vous voulez. Vous élisez un député, par exemple, qui peut aller se coucher à Matam pendant 1 an, il vient par l'Assemblée nationale, il rend compte à rendre à personne. Mais Alassane, c'est la faiblesse d'un régime représentatif. Lorsque vous avez un régime représentatif, le député est élu, il n'a pas à rendre compte. Lorsque vous avez un régime de démocratie directe, ce qui est presque impossible à assurer, l'exemple qu'on donne dans les manuels de sciences politiques et de droit constitutionnel, c'est les cantons suisses. Mais lorsque aujourd'hui la tendance à l'organisation des sociétés humaines nous exige de poser le principe de la redevabilité, je pense qu'aujourd'hui, il y a une obligation de reddition des comptes qui ne laisse plus de place à un gouvernant de pouvoir aller gérer les affaires publiques et de se retrouver, se frotter les mains sans pouvoir rendre compte. Vous avez des indices. Par exemple, la Cour des comptes vient d'épingler, par exemple, sur la gestion de la Covid-19, d'épingler un certain nombre de personnalités qui ont des ambitions présidentielles. Mais personne n'a rendu compte. Personne n'a rendu compte, mais il faut que dans un régime de séparation de pouvoir, que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que le pouvoir judiciaire soit capable d'assumer son indépendance en demandant des comptes à tous ces gestionnaires des deniers publics. Je pense que ce n'est pas une formule incantatoire que de dire que nos gouvernants doivent rendre compte. C'est une exigence des populations qui doit être là à policer cette démocratie. La démocratie a besoin d'être nourrie par ces formes d'exigence populaire qui ont vraiment fait... Mais ça, c'est dans les faits, dans les principes, on le dit. Mais dans l'applicabilité des choses, c'est autre chose qu'on fait. La multiplicité des candidatures, c'est estime que depuis qu'on parle de gaz et de pétrole, on a l'impression qu'il y a une sorte d'odeur qui circule dans le pays. Chacun se positionne en voulant être candidat.
Oui, non, c'est lié au fait que la réalité est que, comme je disais, hein, tout est politique d'abord dans l'espace public au Sénégal et dans beaucoup de nos pays. L'autre élément, c'est qu'on a l'impression que quand même les acteurs politiques ont pris en otage quand même le débat, ont pris en otage les espaces, etc. Au point où, en réalité, ils ne cherchent qu'à se positionner. Je pense qu'il faudrait un débat de fond sur la pratique politique au Sénégal et au-delà d'ailleurs. Mais 489 partis, ça ne surprendrait pas que 389 partis, ça ne surprendrait pas qu'on ait quand même toute cette effervescence-là. Et ce n'est pas qu'en période électorale. C'est en général, c'est des positionnements presque permanents tout le temps. Et ça, mais on l'a vu depuis 2000, où on a vu quand même le phénomène de transhumance, mais être là et s'exprimer de manière assez inquiétante. Et jusque-là, je pense que cette prise en otage des acteurs politiques reste une réalité. Et ça s'exacerbe en période, surtout lors d'une élection présidentielle. Mais pourquoi les populations acceptent d'être prises en otage? Pourquoi elles acceptent d'être prises en otage, les populations, en sachant que ceux qui donnent les mandats, ceux qui élisent, pourquoi les populations acceptent de se prendre en otage? Alors, c'est une question assez complexe. C'est comme qui dirait pourquoi une foule bouge. L'opinion n'a pas de mémoire. Il est difficile aujourd'hui de catégoriser tout le monde et de dire si la population a accepté. Je pense qu'il y a quand même plusieurs sons de cloche qui font voir qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais ça, il faut un niveau d'opinion publique assez élevé. Mais ils ne sont pas d'accord tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Non, parce qu'on a vu qu'au Sénégal, les gens ne sont pas d'accord tant qu'ils sont dans l'opposition. Une fois au pouvoir, ils font des pratiques pires que ceux qui étaient au pouvoir. Oui, ça, le constat est là. Oui. Mais revenant au constat que vous venez de faire, tout le monde la population est d'accord. La population, il y a une frange de la population qui n'est pas d'accord. Il y en a qui l'expriment à travers les manifestations, à travers le vote, puisque le vote aussi est une forme d'expression citoyenne. La société civile, il y a une société civile qui est là et qui porte certains combats, etc. C'est dire que, et même les médias, puisque il y a quand même certains qui prennent l'initiative de faire des éditoriaux, etc., et qui disent ce qu'ils pensent. C'est dire que donc, il y en a qui ne sont pas d'accord. Maintenant, l'état de l'opinion, il faut une masse critique, et on ne l'a pas. Cette masse critique qui peut appréhender les phénomènes et dire non dans un bloc compact et faire pression. Ça, c'est un. L'autre élément, c'est quand même le fait que les gouvernants aussi ne jouent pas le jeu jusqu'au bout. Il y a certaines dynamiques qu'on ne laisse pas aboutir jusqu'au bout. On les réprime. Dès qu'on sent que ça bouge et qu'il y a des dynamiques d'opposition ou de contestation, on les réprime et on tue ces phénomènes et ces dynamiques qui, si on les avait laissés aller jusqu'au bout, je pense qu'on aurait vu quelque chose d'intéressant. Et je vais terminer par prendre l'exemple du 23 juin. Je pense que le président Abdoulaye Wade a eu la lumineuse idée, volontairement ou involontairement, de laisser le processus aller jusqu'au bout. Et on a vu que c'est un phénomène qui a pu aboutir parce qu'une forte pression s'est exercée. L'opinion publique, l'état de l'opinion était assez élevé au point où l'État a reculé. Maintenant, malheureusement, on a des décideurs, on a les détenteurs du pouvoir politique qui ne coopèrent pas dans cet esprit-là de laisser les dynamiques aller jusqu'au bout pour voir ce que ça peut produire. Malheureusement, on tue dans l'œuf beaucoup de nos processus. Mais justement, vous êtes professeur, docteur en sciences de l'éducation. Est-ce que la question ne se pose pas dans la façon de l'éducation est façonnée au Sénégal, de maintenir les populations dans l'ignorance pour qu'elles ne comprennent pas ces droits, qu'elles ne puissent pas les revendiquer, ou bien de faire de telle sorte que les gens soient dans une sorte de famine et de pauvreté, qu'ils ont d'autres urgences que de revendiquer leurs droits? La question est très pertinente, Alassane, parce que quand vous êtes dans un pays où la langue officielle c'est le français, quand vous êtes dans un pays où 65,5% de la population n'ont pas accès à la langue française, on peut jouer à manipuler les gens dans la langue de travail. Ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a un éveil des consciences. Il y a un sursaut. Les
internautes s'expriment en langue nationale. Nous avons une vitalité des langues nationales qui prend le dessus et qui déblaye du terrain, qui démasque certains hommes politiques. Nous ne sommes plus dans cette forme de propagande où la presse, où les spécialistes des relations publiques peuvent manipuler à leur guise la population. Et aujourd'hui, notre travail, en tout cas nous, en tant que simples citoyens, humbles citoyens, c'est de ne plus laisser l'exclusivité de la prescription aux prescripteurs. Il y a un groupe, ce que Alexis de Tocqueville appelle la tyrannie de la minorité. Nous avons un petit groupe qui prend en otage le pays et qui parle au nom de notre pays. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, lorsque des voix s'élèvent hors du champ politique classique pour convoiter le suffrage des Sénégalais, Elles sont vite étouffées. Elles sont vite étouffées parce que on considère que la politique est un périmètre réservé. Et je pense que c'est une grosse erreur de pouvoir cantonner les populations à vouloir aller choisir entre Jean ou Paul. Déjà, le fait de compartimenter, comme dans une sorte de bipartisme, de compartimenter le corps social en disant que si vous n'êtes pas avec Benno, vous êtes contre Macky Sall. Si vous n'êtes pas avec Ousmane Sonko, vous êtes avec Macky Sall. Donc, je pense que c'est trop simpliste de réduire notre peuple à un groupe qui s'en prend à un autre groupe. Et je pense que la réalité est beaucoup plus complexe. Et nous devons continuer à réfléchir, à travailler au niveau de l'éducation à la citoyenneté. Vous m'avez posé une question en tant qu'expert en sciences de l'éducation. Nous devons travailler au niveau des quartiers. Il ne faut plus que la décision vienne du sommet. On part de la base pour aller vers le sommet, ce que les anglophones appellent le bottom-up. Travailler de la base à partir du quartier, à partir du village, l'échelon le plus bas. Interroger les jeunes, former les jeunes et leur dire que les écoles de parti ne sont plus là, mais nous n'avons qu'un seul parti, c'est le Sénégal. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Qu'est-ce qu'on doit inculquer à ces jeunes qui n'ont plus de rêve? Ces jeunes qui prennent les barques de fortune pour aller faire de la Méditerranée le plus grand cimetière à ciel ouvert du monde. Comment peut-on rester insensible à tant de situations? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays ne fait plus rêver. Ça veut dire que les hommes politiques, dans leur immense majorité, ne font plus rêver les jeunes. Nous avons des discussions sur des personnes, alors que nous devons discuter sur des idées. Comment faire pour que cette agriculture-là ne soit plus une agriculture qui passe son temps à envoyer en Chine de l'arachide ou ailleurs? Nous ne devons plus exporter de l'arachide pour importer de l'huile. Nous ne devons plus exporter du cuir pour importer des souliers. Nous avons les moyens, l'intelligence collective pour créer une industrialisation dans notre pays. Ce pays-là est le nôtre. On ne doit pas laisser les autres décider à notre place. Les hommes politiques doivent apprendre à faire avec nous et pas à faire pour nous. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, que nous sommes aujourd'hui Dr Daouda Ndiaye, juriste et docteur en sciences de l'éducation, et Mamadou Seck, analyste politique. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernants sont libres dans leur choix pour leur population? Dans un pays où la Banque mondiale, le FMI, où quand vous voyez les ministres sortir, ils sont contents que le FMI les note, alors que les populations sont dans la pauvreté, on a l'impression que c'est le FMI qui décide. On est content de mettre des chiffres de FMI à la une des journaux, ou bien en parler à la radio, de parler de la Banque mondiale. Est-ce qu'ils sont libres de prendre des choix de souveraineté? C'est une question intéressante qui mérite réflexion. Effectivement, en réalité, comme disait Jean-François Bayard, il y a, quand vous appréhendez le développement, il faut voir les dynamiques du dedans et du dehors. Et je pense que les dynamiques du dehors prennent souvent le dessus, surtout dans nos États. Et j'ai pour habitude de dire que quand j'arrive dans un pays et que je vois une forte présence des Nations Unies, je suis inquiet. Je faisais une évaluation d'un projet sur l'accès à la justice en Côte d'Ivoire en 2014 et j'ai fait 3500 km dans toute la Côte d'Ivoire et je disais à mon co-évaluateur,
je lui ai donné une formule imagée. Je lui ai dit, vous savez que le bleu a supplanté l'orange en Côte d'Ivoire. Et ça renseignait sur le fait que malheureusement, plus la communauté internationale, plus les partenaires internationaux, plus tous ces acteurs-là sont présents dans un État, plus cet État est faible. N'a pas les coups de franche pour se développer, pour prendre des initiatives, etc. Parce que malheureusement, ça veut dire que la communauté internationale a la main sur la décision. Ça s'est passé en Guinée-Bissau, où on avait une mission intégrée des Nations Unies pendant plus de 10 ans. Et à chaque fois, on avait une succession de coups d'État pendant que l'Union bis était en Guinée-Bissau. Pareil en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce que Alassane Ouattara, et c'est ça le paradoxe, pur produit du système international. Dès qu'il est arrivé, il a dit, je veux fermer tous les départements de l'ONUCI. En tout cas, le département le plus puissant qui était le département État de droit, je veux le fermer. Parce que tant que le département État de droit est en Côte d'Ivoire, ça veut dire que mon État est faible et qu'on n'a pas encore réglé la question de l'État de droit. Parce que peut-être qu'il savait de l'intérieur comment ces institutions sont nuisibles. Absolument. Maintenant, la question au-delà de ça, c'est, je dirais, c'est comme toutes les questions d'hégémonie aujourd'hui. Malheureusement, il faudra beaucoup ramer pour inverser la tendance. Mais la dynamique a fait de sorte qu'on a créé trop de dépendance dans la plupart de nos États africains, qui fait que le développement n'est pas endogène. On dépend plus des financements de l'extérieur, on dépend des plans de l'extérieur, on dépend d'initiatives de l'extérieur, etc. Alors que tu es riche en ressources naturelles. Mais on est riche en ressources naturelles. Maintenant, comme je disais, la problématique, c'est la problématique du financement. Parce que même pour exploiter nos ressources naturelles, il faut des investisseurs. Qui investit? Qui porte les financements, etc. C'est l'extérieur. Les décisions finales, définitives d'investissement, c'est l'étranger. Aujourd'hui, on est en train de faire un shift entre l'énergie fossile et l'énergie propre. Et le Sénégal, avec ses ressources naturelles, a opté pour le jet ski. Le mix énergétique, mais l'initiative, le partenariat pour une transition énergétique juste, le Sénégal y a adhéré. C'est dire que donc il va arriver un moment où le Sénégal va abandonner l'exploitation de ses ressources, pétrole et gaz, alors que ça suscite tellement d'intérêt. Mais toutes ces problématiques-là, on n'en parle pas aujourd'hui. Les acteurs politiques, je n'ai pas entendu un acteur politique poser un débat sur cette décision grave, je ne dirais pas dangereuse, mais grave, que l'État du Sénégal a pris en adhérant au JETP, au partenariat pour une transition énergétique juste. Quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça va induire? Et on reproduit toujours le schéma de l'international, des dynamiques donc du dehors qui s'imposent sur nos réalités. Mais ça, je pense que pour arriver à régler cette problématique-là, d'abord, ça va demander du temps, ça va demander d'inverser les schèmes de pensée et ça va demander une ingénierie qui puisse nous aider à financer nous-mêmes nos processus. Tant qu'on n'y arrive pas, ce schéma-là va se reproduire à perpétuité. Ouais, si on regarde aussi dans l'opposition, on a l'impression que c'est la même configuration que ce qui se passe au pouvoir. Sauf peut-être qu'ils ne sont pas encore aux affaires, mais c'est flou. Des batailles de positionnement dans l'opposition pour la conquête du pouvoir aussi. Oui, l'opposition, c'est en quelque sorte les mêmes mentalités. Cette opposition et les acteurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont la même mentalité. Et je pense que leur objectif, c'est aujourd'hui de prendre le pouvoir. Et nous savons très bien que dans ce pays, depuis un certain temps, il y a un brouillage idéologique. Moi, je suis foncièrement contre gauche, droite, centre. C'est une vision européocentriste de la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opposition a un rôle à jouer. Ce rôle, c'est un débat d'idées. Essayer de se démarquer et de réfléchir sur les questions que M. Seck venait de poser, la coopération multilatérale. Aujourd'hui, on vous vante les mérites de Amadou Ba
du Premier ministre Amadou Ba d'avoir négocié tant de milliards auprès de FMI, de la Banque mondiale. FMI et de la Banque mondiale. Le PSE financé par l'argent de l'extérieur. Voilà, ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est qu'on a eu dans les années 80... Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction par rapport au discours que Macky Sall tient en disant oui, il faut une rupture avec les institutions internationales, en choisissant Amadou Ba qui est considéré comme étant l'ami des FMI de la Banque mondiale? Mais la Banque mondiale, le président Macky Sall était élève quand la Banque mondiale avait le rapport Berg en 1980 avec les plans d'ajustement structurel. La suppression des internats, il l'a connu en tant qu'élève. La suppression des dépenses sociales destinées à la santé, il l'a vécu. Donc, je ne canonise pas le Fonds monétaire international. Je ne vais pas, comme les marxistes, léninistes, à appeler le Fonds monétaire international le faux monnayeur international. Le Fonds monétaire international, la coopération, il faut qu'on fasse très attention avec la coopération multilatérale. Parce que c'est cette coopération multilatérale qui entretient le caractère extraverti de notre économie. Nous avons une économie orientée de l'extérieur pour la satisfaction des besoins de l'extérieur. C'est clair. On vous donne plus de DTS au niveau du Fonds monétaire international, on vous donne plus de financement pour régler des problèmes du Nord. Et donc, le coup de gueule du président Macky Sall, oui, mais il faut aller jusqu'au fond des choses. Aller jusqu'au fond des choses, c'est enjamber cet enclos linguistique qu'on pose entre les anglophones et les francophones. Les Africains sont suffisamment mûrs pour pouvoir s'organiser, avoir un pôle économique sous-régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour peser sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, les BRICS sont en train de menacer les autres. Et nous, mais pourquoi attendons-nous d'être sous le parapluie de la France ou sous le parapluie de l'Inde ou sous le parapluie de la Chine? Il faut décoloniser les esprits. Décoloniser les esprits, c'est promouvoir le développement endogène. Et nous dire, mais regardez Amartya Sen, le prix Nobel d'économie. Amartya Sen est allé plus loin en venant de l'Inde. Il est allé plus loin, Amartya Sen, en disant aux gens, mais il n'y a pas que la croissance. On a des stratégies de lutte contre la pauvreté qui font qu'aujourd'hui, avoir des croissances à 2 chiffres, ça ne veut pas dire régler les problèmes. Vivre mieux, oui. Ça ne veut pas dire vivre mieux. Et depuis le développement humain, l'IDH, avec le PNUD, mais il y a énormément de progrès dans les sciences économiques qui montrent qu'aujourd'hui, nous devons développer l'éducation, nous devons développer la santé. Et tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, nous devons aussi donner plus de liberté dans les instances délibératives pour que les populations puissent se prendre en charge. Moi, je recommande fortement le nouveau gouvernement du Sénégal une relecture de Amartya Sen, prix Nobel d'économie. La lutte contre la pauvreté, elle ne passe pas forcément par le schéma une croissance à 2 chiffres, etc. Par FMI et Banque mondiale. Et donc, il faut revenir sur les fondamentaux. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, même si c'est des putschistes qui sont au pouvoir, la façon dont ils sont en train de se regrouper pour se défendre en mettant en place une charte, est un début de réponse par rapport à ce néocolonialisme qui est dans le continent? Oui, j'allais justement convoquer cette expérience, puisqu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer dans ces 3 pays-là. Et c'est hier, hein? Oui, c'est hier que cette alliance a été signée, la charte là, du Lipta Gourma. Oui. Du Lipta Gourma, c'est une expérience. Il faut voir jusqu'où ça va mener, même si malheureusement, ceux qui le portent risquent de vivre en réalité, l'initiative peut vivre une tare congénitale du fait des profils de ceux qui le portent. Parce que c'est des putschistes quand même, qui, même si, quel que soit par ailleurs ce qui peut fonder l'esprit d'une alliance du Sahel, intéressante, je pense, il faudrait attendre le processus, voir le processus aboutir et apprécier. Ça peut être une bonne riposte au G5 Sahel, en tout cas. À ce que j'ai vu, l'initiative, si on le définit de manière très
très clair si on définit les financements, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on sait que tous ces pays-là sont en train d'être asphyxiés. Donc, ça peut poser un problème. L'autre élément, c'est qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Je ne pense pas qu'ils aient cette autonomie-là à dérouler une telle initiative sans un support de l'extérieur. Et ici, mais souvent, ces initiatives qu'on constate en Afrique, quand elles sont mises en place, il y a souvent l'ennemi de l'intérieur. Oui, non, au-delà même comme l'a dit souvent Thomas Sankara, oui. C'est dans votre camp que les premiers ennemis sont dans le camp de ces initiatives-là qui les torpillent. Tout à fait. C'est en cela que je dis, d'abord, il faut questionner leur profil. Il faut qu'ils montrent une certaine volonté à coopérer. Ce type d'initiative ne peut pas se développer en autarcie. Il faut nécessairement de la coopération. Il faut nécessairement coopérer avec les États limitrophes qui les entourent, parce que en réalité, le phénomène qu'ils sont en train de tacler est un phénomène transnational. Vous ne pouvez pas attaquer les défis sécuritaires, le terrorisme, l'extrémisme violent en le faisant de manière assez en trio comme ça là, et de manière autarcique. L'autre élément, et c'est là où je voulais en venir, attention, parce que ça peut donner l'impression d'être une dynamique endogène portée par des États qui veulent exprimer des velléités d'indépendance, mais il y a toujours l'ombre de Wagner, les Russes qui planent. Qu'est-ce qui va se passer, quels sont les dessous, etc. Attendons de voir. Moi, je dis que l'initiative est intéressante, mais j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir apprécier objectivement. Voilà. Va se passer. Mais l'esprit de porter une telle riposte qui part de l'Afrique, qui part des États qui vivent les contre-coups du terrorisme, me semble intéressant. Maintenant, les dessous, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Mais certains nous posent souvent des questions en Afrique en disant, surtout chez les jeunes, comment peut-on vouloir sortir les mains de Paul, aller dans les bras de Sergueï? Mais c'est ça, c'est malheureusement ce que je suis en train de dire. Et il est intéressant de voir comment ces dernières semaines, comment est-ce que le combat, le débat Poutine-Prigozhin a un peu donné des sueurs froides à l'Afrique et à ces pays-là qui ont privatisé leur sécurité et leur défense. On finance nos défenses de l'extérieur et on privatise nos c'est quand même inquiétant, cette dynamique-là. Même si après, il y a tellement à dire de l'autre côté. La France, etc., on peut dire tout ce qu'on veut, mais finalement, c'est vraiment sortir des griffes du léopard pour aller vers les griffes de la panthère ou du lion, malheureusement. En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est que Wagner, aujourd'hui, est en train d'étendre ses tentacules. Et on ne s'en rend pas compte. Madagascar, Cameroun, Soudan, Centrafrique, Burkina Faso, Mali. De plus en plus. Mais ça ne m'empêche pas dans ces pays que le terrorisme continue à avancer. Le terrorisme on a vu la fois dernière le bateau de Gao qui a été complètement calciné. Absolument. Wagner n'arrive pas à gérer la sécurité des Maliens et des Burkinabés. Ça ne surprend pas. C'est une structure privée qui n'a pas été formée selon les normes et standards. Ah oui, pour pouvoir défendre de manière optimale certains territoires. Impossible. L'autre élément, c'est que, comme tu dis, ils cherchent de l'argent. C'est tout. Et c'est là où je voulais en venir. Quand vous voyez comment ils sont en train de faire un shift et ils sont en train de se redéployer vers les ressources extractives, je pense qu'il y a des dessous. Il y a des dessous non dits et j'ai l'impression qu'ils ont une longueur d'avance sur tous ces États-là qui ont accepté de les accueillir et qu'à terme, ce qu'on était en train de refuser à un camp, on l'acceptera à l'autre camp. Est-ce que cette situation n'est pas lourde de danger pour le Sénégal, qui est frontalier au Mali, où les Wagner n'arrivent pas à gérer la sécurité des Maliens? Chaque jour, c'est des centaines de civils qui meurent, qui sont tués. La littérature ou bien les médias maliens égrènent tous les jours le nombre de morts. Le problème n'est pas réglé. Mais Alassane, la souveraineté nationale n'est pas négociable. Nous ne pouvons pas sous-traiter la sécurité intérieure d'un pays. Absolument. Les pays africains, nous avons un mal
un mal qui me semble presque incurable. C'est de génération en génération, les gens pensent pouvoir aller avec Jean ou aller avec Sergueï. Et donc, nous sommes en train de reproduire cette guerre froide qu'il y a eu entre l'Ouest, le bloc Est et le bloc Ouest. Il faut que nous apprenions à vivre avec nous-mêmes, à pouvoir peser sur le plan international. Et donc, toute cette ceinture de feu, on l'appelle la ceinture de feu, autour du Sénégal, ne règle pas le problème de la sécurité en Afrique. Vous savez, les pays sont indépendants, mais les pays sont interdépendants. Et il y a un effet contagion entre ce qui se passe au Mali et entre ce qui se passe au Sénégal. Donc, la sécurité du Mali doit nous regarder. Mais comment voulez-vous envisager un G5 où le Sénégal est exclu? On inclut la Mauritanie, oui, qui est de l'Union Maghreb arabe, qui n'est pas de la CEDEAO. Donc, nous sommes sous la dictée de l'étranger. Et je pense que ça, ce n'est pas de la xénophobie, mais nous devons apprendre à avoir des relations équilibrées avec nos partenaires du reste du monde. Mais est-ce que la question de fond, ce n'est pas un problème de leadership? L'incapacité des dirigeants africains à connaître, à comprendre l'intérêt profond de leur pays, de le défendre au prix de leur vie s'il le faut. Est-ce que ce n'est pas un problème de leadership qui se pose ou de poser les vrais problèmes? Mais il y a un problème de leadership. Parce que malheureusement, j'ai lu un de tes posts sur l'ineptocratie. C'est-à-dire le gouvernement des incapables. Malheureusement, dans certains gouvernements, nous avons des décideurs qui ne connaissent pas vraiment leur pays. Nous avons aussi des décideurs qui n'aiment pas vraiment leur pays. Parce que parfois, on se dit, bon, quand on aime le Sénégal, on doit accepter de mourir pour le Sénégal, pour défendre les intérêts du Sénégal. Pas en force armée, mais essayer de défendre au mieux les intérêts de notre pays. Et malheureusement, dans ces pays où il y a aujourd'hui les coups d'État, tout le monde applaudit. La démocratie est le moindre mal. Mais je pense aujourd'hui au professeur Georges Burdeau qui disait que la révolution ne nuit pas seulement au gouvernement qu'elle renverse. Elle rend parfois vulnérable celui qu'elle institue en prouvant que les gouvernants sont mortels. Ceux qui sont venus par les armes partiront par les armes. Et je pense que nous n'avons pas intérêt à donner à cette jeunesse africaine cette idée qu'il faut prendre tout le temps les armes. Parfois, nous prenons les armes, mais à tort. On ne défend pas le peuple. Sous le prétexte de défendre le peuple, on défend nos propres intérêts. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons envie vraiment que les choses bougent en Afrique, mais pas se jeter dans les bras de Poutine ou d'aller se jeter dans les bras de Macron. Retrouvons cette Afrique-là qui va pouvoir travailler sur un espace beaucoup plus neutre et cette Afrique qui va peser. Ce n'est pas tout pour le président Macky Sall d'aller chercher une voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais très bien. Mais c'est triste d'en arriver là. Oui, il y a Wagner en Afrique, mais les gens oublient aussi que la Légion française était là, en Afrique, avant Wagner. Tout à fait. Donc, quelque part, les pays gèrent leurs propres intérêts, comme l'a dit Gérald de Gaulle. Absolument. Le gouvernement sera bientôt formé, comme on l'a annoncé. Quelle doit être cette première mission par rapport aux élections qui arrivent? Question complexe. Je pense qu'on attendrait un gouvernement technique qui vraiment résoudrait dans le très court terme tout ce qui peut l'être. Maintenant, malheureusement, on est à 5 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que tous ces acteurs-là, politiques, à coloration politique, dont la légitimité, ils tirent de leur légitimité, de leur présence dans l'espace politique, est-ce qu'ils auront la tête à travailler? Moi, en réalité, c'est ça ma préoccupation. On est à 5 mois d'une élection présidentielle. On est déjà dans l'effervescence, le débat politique, etc. Est-ce qu'ils auront la tête à travailler? Mais si par extraordinaire cette condition-là était réunie, ce préalable, c'est vraiment de tacler les questions tout de suite, un gouvernement technique qui résoudrait en tout cas les problèmes les plus urgents et non pas stratégiques mais opérationnels. Un gouvernement opérationnel qui est sur le terrain et qui est réactif et qui règle les problèmes. C'est une question? La question c'est: est-ce qu'on n'aura pas ce que Abdou Diouf nous avait vendu, le changement dans la continuité? Est-ce que nous n'aurions pas aujourd'hui un gouvernement qui va en campagne électorale? Et ils sont déjà en campagne électorale. Ils sont déjà en campagne électorale. Moi,
en tout cas, mon vœu le plus cher est de voir le gouvernement qui va arriver travailler sur 2 points. Lesquels? La croissance économique et la justice sociale. Il y a énormément de travail à faire sur la question de justice sociale. On peut faire les deux à la fois. Ce ne sont pas 2 points disjoints. On peut à la fois chercher la croissance économique, mais aussi travailler sur la justice sociale, donner plus de proximité aux services de base, travailler sur ce qui justifie aujourd'hui la politique de l'emploi, par exemple. Mais certains disent que Macky Sall a construit le Sénégal, mais il ne l'a pas développé. Oui, mais il ne l'a pas développé, mais Macky Sall... on a mis des ponts, des BRT et tout, mais les gens continuent à être dans la pauvreté et à avoir des problèmes pour se nourrir. Mais je disais tout à l'heure qu'on doit faire une relecture de Amartya Sen. Nous sommes en train de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lutte finale, c'est la lutte contre la pauvreté. Nous avons dit qu'au niveau du PIDC, certaines zones ont été désenclavées, etc. Aujourd'hui, nous devons travailler sur la lutte contre la pauvreté. Pourquoi tous ces jeunes-là ne rêvent plus? Pourquoi, par exemple, tant d'emplois promis n'ont pas encore vu le jour? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Sénégalais ait ce minimum vital? Les besoins de civilisation, se nourrir, se vêtir, aller à l'école. Et je pense que si on arrive à coupler la croissance économique et la recherche d'une équité territoriale, je pense qu'on arrivera à, en tout cas, accompagner jusqu'au bout le président Macky Sall, et les Sénégalais choisiront celui qui présidera aux destinées de notre pays. Vous pensez que ce gouvernement va faire en 5 mois ce qu'ils n'ont pas pu faire peut-être en 12 ans? Je suis très sceptique. Sur la pauvreté surtout? Ah oui, je suis très sceptique. L'emploi des jeunes, on est à 5 mois. On voit aussi des jeunes Sénégalais au Nicaragua. Absolument. Jusqu'au Nicaragua. Des images choquantes qui viennent de New York, où les Sénégalais dorment dans les rues parce qu'ils sont passés par le Nicaragua. Absolument. Non, je suis très sceptique. Déjà qu'avec l'effervescence préélectorale, tout le monde, toutes les caméras sont braquées sur le choix qui sera fait autour de Amadou Ba, la légitimité, les compromis, Benno qui doit faire bloc. De l'autre côté, on ne sait pas l'opposition, ce que ça va donner, on attend, etc. L'avenir d'Ousmane Sonko, sera-t-il candidat ou pas? Voilà, et tout ça... moi, fait que je doute vraiment de... Alors que le quotidien est là. Il est cruel, il est là tous les jours. Le coût très cher de la vie, les incertitudes en général. Là, on a parlé de cette question liée à la gestion des fonds Covid, etc. Donc, c'est dire que je pense que pour les 5 prochains mois, peut-être qu'on l'espère, on aura un gouvernement technique qui pourra régler quelques urgences, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle. Je rappelle que vous étiez en train de suivre L'Air du Temps et que c'est la fin de cette émission que vous avions présenté avec beaucoup de plaisir avec Daoud Ndiaye, docteur Daoud Ndiaye, qui est juriste, docteur en sciences de l'éducation, et aussi Mamadou Seck, analyste, qui était membre de la société civile, qui l'est toujours. À la technique, Amadissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 90.3. Vous les élèves, préparez-vous pour la plus belle rentrée avec Hello Partenaire.